L'adoption de cette nouvelle loi est une avancée réelle dans la lutte des féministes tunisiennes. Le texte voté en juillet dernier est entré en vigueur le 1er février. Il élargit considérablement la définition des violences pouvant être exercées à l'encontre des femmes. Outre les violences physiques, morales et sexuelles, la nouvelle législation reconnaît également les violences relevant de l'exploitation économique à l'égard de la gente féminine. Nos attentes sont importantes. Effectivement, on était tellement contents d'avoir cette nouvelle loi organique parce qu'elle offre plein de choses pour les femmes victimes de violences, que ce soit au niveau de la compréhension de la violence, que ce soit au niveau de la prévention, de l'accompagnement des femmes. Donc on attendait effectivement la mise en application. La loi peut prévoir actuellement d'éloigner l'agresseur. Parce que fréquemment, les femmes se retrouvaient dehors avec leurs enfants à minuit, à 1h du matin. Elles se retrouvent dans la rue avec ses enfants par crainte d'être violentées. Maintenant, quand il y a un agresseur, c'est lui qui peut être éloigné de la maison. On a fréquemment eu des lois ou des dispositions légales qui n'ont pas été respectées dans la réalité. Et le hiatus entre la législation et la réalité a toujours existé. On l'a bien connu après le code du statut personnel, on l'a bien connu après la Constitution. Donc on est toujours préoccupé par le fait que la loi soit réellement appliquée. Le texte stipule également la création de foyers pour les femmes victimes de violences. Au moins une femme sur 2 a été victime de violences en Tunisie selon les chiffres officiels. Le pays était déjà considéré comme un pionnier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en matière de défense des droits de femmes depuis l'adoption en 1956 du Code du statut personnel qui a notamment aboli la polygamie et la répudiation. À 40 ans, Nathalie Massé exerce le métier dont elle a toujours rêvé, agricultrice. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai toujours eu l'habitude d'aller les aider, d'aller faire mon tour. Voilà, j'adorais ça, être avec les animaux, dans les champs, sur les tracteurs. Donc voilà, depuis toute petite, on me connaît comme voulant être agricultrice quand toutes les autres filles voulaient être secrétaire ou boulangère. Ben non, moi je voulais être agricultrice. Entre ses 80 vaches, ses 3 enfants, ses engagements associatifs et sportifs, Nathalie Massé a dû trouver des moyens pour gagner du temps. Depuis 3 ans, la traite des vaches est entièrement automatisée grâce à 2 robots. L'évolution technique du métier fait qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont quand même assez facilitées. Et puis je pense qu'on a cet instinct de prendre les choses différemment des hommes aussi et de chercher à nous simplifier la tâche plutôt que faire des démonstrations de force. Donc on a adapté nos outils pour pouvoir travailler en autonomie. Nathalie Massé se défend de tout combat féministe. Pourtant, elle est élue en 2007, première femme présidente du syndicat Les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. Ça a fait grand bruit à l'époque, voilà, première femme. Voilà, les combats féministes ont été menés par les filles qui m'ont précédée dans le syndicalisme et je les en remercie, je les en ai toujours remerciées. Voilà, ça m'a permis de bénéficier des congés maternité pour la naissance de mes enfants. Encore mieux beaucoup mieux que les femmes artisans par exemple. Signe du changement des mentalités, 10 ans plus tard, en 2017, une autre femme est élue à son tour à la tête de la FNSEA, première organisation représentative du secteur agricole. J'ai pas envie d'avoir cette image de la blouse et des bottes, quoi. On n'est plus agricultrice comme ça aujourd'hui pour mon idée. Voilà, on est Madame tout le monde avec un métier qui est agricultrice. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'être féminine le reste du temps. En 50 ans, la part des exploitations agricoles gérées par des femmes a plus que doublé en France. Aujourd'hui, une exploitation sur 4 a une femme à sa tête. Une progression qui pourrait se poursuivre. Dans l'enseignement agricole, presque la moitié des élèves sont aujourd'hui des filles, un nombre en constante augmentation. Des centaines de musulmans Rohingyas désespérés affluent chaque semaine au Bangladesh, à la frontière avec le Myanmar. On y entend des récits poignants de tortures et de meurtres dérivés de la répression militaire qui a déclenché la crise massive des réfugiés. Les forces de sécurité birmanes nous arrêtent quand ils veulent. Ils nous frappent pour aucune raison.
On ne peut pas accéder aux cuisines du marché tranquillement. On n'a pas le droit de sortir de chez nous. Si on sort de chez nous, on ne peut pas quitter le quartier, donc on reste chez nous. Les jeunes hommes doivent se cacher dans les collines pour éviter de se faire arrêter. Les forces en profitent et harcèlent les femmes dans les maisons. En visite dans un camp des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, 3 lauréates du prix Nobel de la paix ont appelé Aung San Suu Kyi, la leader de facto de la Birmanie, à intervenir pour stopper la persécution des Rohingyas ou de faire face à des poursuites internationales pour génocide. Nous en appelons à notre sœur lauréate Aung San Suu Kyi, pensez aux enfants arrachés à leur mère, parce que vous êtes une mère, au massacre, au village brûlé. Ne niez pas au peuple Rohingya son droit à la vie. C'est un appel à notre sœur Aung San Suu Kyi à se réveiller, ou alors elle sera l'une des auteurs de ce crime. Si elle ne peut pas l'arrêter, alors elle doit démissionner maintenant. C'est très important. Sans ça, elle sera poursuivie par la Cour pénale internationale. En tant que membre de la communauté internationale, nous devons tout mettre en œuvre pour nous assurer que ce génocide soit instruit par la Cour pénale internationale. Alors que le Bangladesh et le Myanmar parlent de rapatriement des réfugiés, l'afflux continue. Certains jours, 200 personnes franchissent la frontière, d'autres, quelques dizaines, font le voyage périlleux. Plus de 2500 personnes sont entrées dans les camps de réfugiés au Bangladesh en février. La proposition est à l'origine de polémiques en Chine. En effet, le Parti communiste chinois, le PCC, a proposé de supprimer de la constitution du pays la limite de 2 mandats présidentiels. Cette proposition de modification constitutionnelle, dévoilée dimanche, a suscité un tourbillon de réactions outragées, incrédules ou critiques sur les réseaux sociaux chinois. Cette politique permettrait à Xi Jinping, président de la République populaire depuis 2013, de rester à la tête du régime autant qu'il le souhaite. En dépit d'une censure prompte à supprimer les messages négatifs, nombre d'internautes continuaient mardi d'exprimer leur effroi sur plusieurs plateformes. De son côté, le China Daily, quotidien officiel anglophone, a défendu mardi la fin de la limitation des mandats présidentiels, la jugeant nécessaire pour perfectionner le système de gouvernance du parti et de l'État. Le journal vante les réalisations économiques et politiques menées sous la ferme direction du PCC, qu'il s'agirait donc ainsi de renforcer. Pour le Global Times, quotidien officiel auto-nationaliste, la modification constitutionnelle correspond à une nouvelle ère du socialisme chinois. Aujourd'hui, Almudena va devenir une citoyenne britannique. C'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a plusieurs mois pour cette mère de famille d'origine espagnole. Et même si elle vit à Londres depuis près de 20 ans, ce n'est qu'après le vote du Brexit qu'elle a entrepris la démarche de naturalisation. Jusqu'au référendum, je n'avais jamais pensé à prendre la citoyenneté britannique. En tant qu'Européenne, je me sentais très à l'aise ici. Mais maintenant, avec toute cette incertitude et vu qu'on ne sait pas vraiment où vont les choses, j'ai pensé qu'il valait mieux que je devienne britannique. Comme elle, de nombreux ressortissants de l'Union européenne ont décidé de franchir le pas. Car même si le Royaume-Uni a conclu un accord préliminaire avec Bruxelles qui garantit le droit des quelques 3 millions de citoyens européens sur son territoire, beaucoup se méfient. Résultat, plus de 38 000 Européens ont demandé la nationalité britannique en 2017 contre seulement 15 000 en 2016. Pour obtenir le précieux passeport, les candidats doivent justifier d'au moins 5 ans de présence au Royaume-Uni et passer un test de culture britannique. Les futurs citoyens doivent ensuite valider leur démarche en participant à une petite cérémonie à la mairie de leur quartier. 1 heure pendant laquelle ils devront jurer allégeance à la reine, s'engager à respecter les valeurs démocratiques du pays ou encore chanter le célèbre hymne God Save the Queen. Dans cette pièce, tout autour de moi, il y avait des gens de toutes les origines. Et c'est ce que j'aime en Grande-Bretagne. C'est un pays très accueillant, surtout à Londres. Et je pense que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui.
À l'heure du Brexit, beaucoup de ressortissants européens préfèrent devenir britanniques plutôt que de risquer de perdre certains de leurs droits. Une tranquillité d'esprit qui a un coût, environ 1 500 €. Il travaillait pour le site d'information Actuality SK, appartenant à un Allemand et à un Suisse. Le meurtre de Jan Kuciak était très probablement lié à son travail d'investigation, d'après le chef de la police. Il travaillait récemment sur des fraudes sur fonds structurels européens organisées par la mafia italienne dans l'est de la Slovaquie. Les corps du journaliste et de sa compagne ont été découverts dimanche dans leur maison. Jan Kuciak a été tué d'une balle dans la poitrine alors que sa compagne a été touchée à la tête. Bien que nous soyons confrontés à divers crimes sérieux, aucun journaliste n'avait encore été victime d'un crime aussi sérieux en Slovaquie et probablement lié à son métier de journaliste d'investigation. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a offert une prime d'1 million d'euros pour toute information susceptible d'aider à trouver les responsables du meurtre. Le meurtre a été condamné par les autorités européennes et des organisations internationales ainsi que par l'Organisation de défense des journalistes, Reporters sans frontières. La Slovaquie se situe aujourd'hui à la 17e place du classement mondial 2017 de la liberté de Reporters sans frontières, ayant perdu 5 places par rapport à l'année précédente. L'intervention chirurgicale du joueur brésilien Neymar se fait à un peu plus de 100 jours de la Coupe du Monde en Russie. Le crack du Paris Saint-Germain est arrivé en provenance de Paris avec Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection brésilienne qui doit l'opérer. Après de nouveaux examens hospitaliers de Neymar mercredi, d'après le docteur, tout le monde était d'accord pour une intervention chirurgicale. Un traitement conservateur sans opération aurait augmenté les risques de rechute. Il ne s'agit pas d'une simple fissure, mais d'une fracture d'un os important au milieu du pied. Le temps de récupération de cette fracture est donc de 2 à 3 mois. Notre évaluation pour le moment correspond à cette durée qui dépend beaucoup de la vitalité du joueur. Neymar sera évalué à l'hôpital Mater Dei de Belo Horizonte samedi matin. L'horaire exact sera organisé parce que on vient juste de revenir de voyage, mais ces informations sont définitives. Pour Neymar, qui veut avant tout briller au mondial en Russie, l'opération doit permettre un rétablissement plus sûr. Au pays du foot roi, on ne pense qu'à ça. Gagner une 6e Coupe du Monde avec Neymar à la pointe de l'attaque. La présidente du Front National n'est pas la première personne à être épinglée dans ce dossier en France. En janvier déjà, le député apparenté FN, Gad Gilbert Collard, avait été mis en examen pour le même motif. La diffusion d'images violentes est un délit passible de 3 années d'emprisonnement et 115 000 € d'amende. Marine Le Pen s'étonne d'être mise en examen pour avoir dénoncé l'horreur du Daesh. Elle estime que dans d'autres pays, ça lui vaudrait une médaille et que la persécution politique en France n'a même plus la limite de la décence. En effet, la chef de file de l'extrême droite française avait tweeté le 16 décembre 2015 des photos issues de la propagande de l'organisation djihadiste État islamique. C'était en réponse à un journaliste de BFM TV, RMC, qu'elle accusait d'avoir fait un parallèle entre l'État islamique et le FN. Les photos montraient un soldat syrien écrasé vivant sous les chenilles d'un char, un pilote jordanien brûlé vif dans une cage et une photo du journaliste américain James Foley, le corps décapité et la tête posée sur le dos. Ces publications avaient immédiatement soulevé un tollé au sein de la gauche, alors au gouvernement, et de la droite, mais aussi au-delà du monde politique. Le parquet de Nanterre avait lancé le jour même une enquête pour diffusion d'images violentes suite à un signalement des clichés par le ministre de l'Intérieur d'alors, Bernard Cazeneuve, à la direction de la police judiciaire. 2 informations judiciaires distinctes avaient ensuite été ouvertes.